Donc ce dont je vais vous parler, c'est d'un principe de parcimonie que je vais décrire un petit peu. Je vais essayer de vous montrer quel rôle commence ce principe de parcimonie à impacter les mathématiques récemment. Donc, ce qui est représenté ici, ce rasoir, il est connu sous le nom de rasoir d'Occam, et son rôle, c'était de couper les hypothèses superflues. Voilà. Donc le principe de parcimonie, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement c'est un principe de raisonnement qui professe essentiellement l'inverse de la devise Shaddock. Les Shaddock, c'était pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Donc la parcimonie, c'est essentiellement l'inverse. Ce que disait Occam, c'était les entités ne doivent pas être multipliées au-delà de ce qui est nécessaire, et ce qui veut dire de façon plus simple, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Donc ça, c'est un principe que je vais illustrer par un exemple très simple que j'ai emprunté à M. Hanza, qui est professeur en classe préparatoire au lycée d'Oulin. Donc l'idée c'est ça, on va faire une petite expérience. Supposez que vous avez un chat et une souris, une boîte, vous mettez le chat et la souris dans la boîte, vous fermez la boîte, vous attendez un petit peu, et puis quand vous rouvrez la boîte, eh bien il n'y a plus que le chat. Et donc là vous avez le choix entre deux scénarios. Le scénario numéro 1, c'est des extraterrestres ont voulu désintégrer la souris, mais elle a eu peur, elle s'est transformée en chat, le chat a eu encore plus peur, et il a décidé de passer dans une autre dimension en profitant d'une faille dans le continuum spatio-temporel. Hypothèse numéro 2, le chat a mangé la souris. Donc, si on fait un sondage dans cette salle, je pense qu'à peu près 95% d'entre vous vont favoriser le scénario numéro 2. Alors, pourquoi ça? Tout simplement parce qu'il paraît plus plausible, simplement parce qu'il fait intervenir beaucoup moins de choses incontrôlables. On va dire que de ce point de vue-là, c'est un scénario qui est beaucoup plus parcimonieux que le premier, qui fait intervenir tout un tas de choses complètement invérifiables. Voilà. Donc le principe de parcimonie, en fait, il a été inventé bien longtemps avant Tom et Jerry. Apparemment, ça remonterait à Aristote, mais Ptolémée, au IIe siècle de notre ère, disait « Nous considérons comme un bon principe d'expliquer les phénomènes par les hypothèses les plus simples que l'on peut établir, tant qu'elles ne contredisent pas les données de façon importante. » Donc ça, c'est une autre façon de dire pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Si on fait quelques années un peu plus loin, Einstein disait tout devrait être rendu aussi simple que possible, mais pas plus. Voilà. Donc ça, c'est la parcimonie. Alors, la parcimonie, donc ça c'est un principe presque philosophique, mais quel rôle la parcimonie? Ce principe joue un rôle aussi essentiel dans ce que j'appelle les sciences naturelles. Donc les sciences naturelles, pour moi, c'est toutes les sciences de l'observation. La physique, la chimie, les sciences de la vie et ainsi de suite. Donc en physique, vous avez tout un tas de principes qui vous expliquent que la nature a tendance à privilégier les choses simples. Par exemple, la lumière se propage a priori en ligne droite, une trajectoire va essayer de minimiser la longueur du parcours, que ce soit la longueur en distance, en temps, suivant les contextes. En statistique, eh bien, on peut construire des modèles statistiques pour décrire des données, on peut faire des modèles très simples, des modèles très compliqués, et si un modèle simple suffit, on va se limiter à ça. Et je vais passer un petit peu plus de temps pour décrire une situation en sciences de la vie dans laquelle ce principe de parcimonie a été exploité de façon explicite pour la modélisation de l'évolution. Donc ici, ça c'est une figure que j'ai empruntée à Lecointre et Le Guyader sur des transparents qu'ils ont mis en ligne sur Internet. Donc là, la problématique, c'est qu'on cherche à reconstituer l'histoire évolutive de ces quatre espèces, et essentiellement, on essaye de reconstruire une espèce d'arbre de la vie de ces quatre espèces. Et en faisant ces choses-là, ce qu'on va compter, c'est le nombre de transformations qui ont été nécessaires tout au long de cette évolution. Et donc vous voyez qu'ici on compare donc chacune de ces transformations est représentée par un rond numéroté, et on compare ici 3 arbres possibles pour cette évolution, et puis si vous regardez bien, vous allez voir que l'arbre de gauche est celui qui fait intervenir le moins de transformations possibles, c'est-à-dire que ces transformations-là sont dupliquées le moins de fois possible. Par exemple, la présence d'un gésier ou des choses comme ça. Et donc si on applique le principe de parcimonie, qui est utilisé explicitement en sciences de la vie dans ce contexte-là, eh bien, on va être conduit à privilégier l'arbre numéro 1 qui fait du pigeon, qui rend le pigeon plus proche du crocodile que de cette tortue ou de la grenouille. Ça ne veut pas dire que c'est le vrai arbre, mais en tout cas, le principe de parcimonie nous conduit à considérer à privilégier cette solution-là. Donc la parcimonie en théorie de l'évolution, c'est quelque chose je ne suis pas spécialiste, mais c'est quelque chose qui est utilisé de façon routinière par les biologistes. Voilà. Alors, il y a un autre contexte plus récemment dans lequel ce principe de parcimonie s'est graduellement imposé.
non pas comme un principe explicatif, mais plutôt comme une nécessité. Depuis quelques années, donc, on constate une augmentation gigantesque de la quantité de données disponibles. Tout le monde a envie de prendre des photos, prendre des vidéos avec son téléphone portable, les transmettre à des amis, les stocker, pour des raisons qui m'échappent un petit peu, mais en tout cas, apparemment, tout le monde a envie de faire ça. Donc ça fait des volumes absolument considérables de données. Et ces volumes de données, si on veut pouvoir en stocker de plus en plus, il faut qu'on arrive à réduire la taille de ce volume de données, tout en conservant l'information. Donc la parcimonie, là, joue un rôle là-dedans. Ce n'est plus une question de simplicité de description des données, mais c'est aussi un problème pratique de représentation. Ce qu'on va chercher à faire, c'est comprimer les données pour en faire rentrer le plus possible sur votre appareil photo, votre téléphone, votre disque dur, peu importe. Voilà. Donc il se trouve que ça marche très très bien, et un des plus grands succès de ces méthodes parcimonieuses en compression, c'est la compression d'images, le standard JPEG 2000 pour les images. On s'est rendu compte depuis une vingtaine d'années que les images qu'on qualifie d'images naturelles, celles que vous prenez avec vos appareils photo, peuvent toujours se décomposer sous la forme d'une superposition de petites images élémentaires qu'on appelle des ondelettes. Et si vous avez une image à, mettons, 10 millions de pixels, vous prenez une photo de 10 millions de pixels, a priori, elle est représentée par 10 millions d'ondelettes de ce type-là, mais par contre, on s'aperçoit quand on regarde plus finement que, en fait, on n'a pas du tout besoin de toutes ces ondelettes-là, on a besoin simplement de 100 000 ou 200 000 ou 500 000 pour avoir une image de très très bonne qualité. Donc voilà simplement un exemple. Si je vous montre ces deux images, ces deux super voitures, donc l'image de gauche, c'est l'image originale qui prend 540 kilooctets sur votre disque. La deuxième, elle a été comprimée en utilisant ces ondelettes et elle prend à peu près 8 fois moins de place. Si on vous demande laquelle des deux est l'image originale, je pense qu'il y a à peu près 50% d'entre vous qui répondront celle de droite. Elles sont quasiment indiscernables. Donc ça marche très très bien. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est la question suivante. Si vous prenez une photo de 10 millions de pixels et que vous êtes capable de la représenter avec 100 000 nombres, pourquoi s'embêter avec 10 millions si on a besoin simplement de 100 000 Donc l'idée, c'est que dans une bonne représentation parcimonieuse, si on représente une image avec 10 millions de pixels, ce qu'on va avoir, c'est une situation de ce type-là où tous les nombres qui vont représenter votre image seront des zéros, donc ça on peut les mettre à la poubelle, et puis on aura simplement quelques nombres en rouge qui vont représenter l'information pertinente, et donc c'est ça qu'on va utiliser pour coder votre image. Donc là on se dit, c'est tout simple, on vire les bleus, on garde les rouges, et on a terminé. Sauf que pratiquement, c'est pas comme ça que ça se passe. Personne, dans votre appareil photo, vous n'avez personne pour peindre en rouge les nombres qui sont différents de 0. Donc ça veut dire qu'il faut les trouver, et pour les trouver, la question c'est est-ce qu'on peut faire autrement que de tous les calculer pour ensuite identifier ceux qui sont intéressants et ceux qui ne sont pas intéressants. Donc si on doit tous les calculer, on a perdu parce qu'on doit calculer 10 millions de nombres, alors qu'on a besoin de 100 000 nombres seulement. Donc pour ça, on a besoin de mettre en route des moyens un peu sophistiqués d'investigation pour essayer de voir si, à partir de notre image, on ne pourrait pas accéder directement à ces nombres-là qu'on aimerait peindre en rouge. Et pour ça, donc, on fait appel à un expert. Et cet expert, c'est ce monsieur, l'inspecteur Colombo, qui était le grand spécialiste des enquêtes dans des situations où à peu près désespérées. Donc l'inspecteur Colombo, donc les plus jeunes d'entre vous ne l'ont peut-être pas connu, mais c'était une grande vedette de l'enquête, et il avait une stratégie un peu particulière, un peu spécifique pour mener ses enquêtes. C'est ce que j'appelle la stratégie Colombo. Il avait une façon de procéder qui était un peu étrange. Il posait des questions qui étaient toujours très très vagues, très très générales, on ne comprenait pas trop le rapport avec l'histoire. En plus, d'une question à l'autre, c'était assez incohérent, il sautait du coq à l'âne. Et puis à la fin, dans les 5 dernières minutes du film, il réfléchissait un petit peu et puis il trouvait le coupable. Donc sa stratégie, c'est essentiellement ça. C'était se limiter à un petit nombre de questions très vagues, mais l'avantage des questions vagues, c'est que vous êtes assuré que la réponse contiendra au moins un petit peu de la solution. Et c'est ça le sel de la stratégie. Ensuite, il faisait une hypothèse qui était une hypothèse de parcimonie, c'est-à-dire que la solution était une solution simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extraterrestres, pas de failles, pas de cascade d'événements improbables. La solution fait uniquement intervenir un petit nombre de choses, d'éléments simples, et puis il avait quand même un cerveau assez efficace. Alors la question, c'est comment nous, mathématiciens, on peut s'inspirer de l'inspecteur Colombo pour mettre en place des stratégies pour trouver ceux qui devraient être rouges et ceux qui devraient être bleus. Donc là, on passe au professeur Colombo.
Donc la transposition mathématique de l'inspecteur Colombo, c'est un principe qu'on appelle le principe d'acquisition clairsemée qui a été proposé par Emmanuel Candès et David Dono il y a une dizaine d'années à peu près. Donc le principe, c'est que vous avez une image et au lieu de regarder votre image, de regarder tous les pixels, eh bien vous allez vous contenter de faire premièrement des mesures vagues et incohérentes, et je vais essayer d'expliquer ce qu'on entend par là en termes mathématiques. On va faire cette hypothèse de parcimonie dont je vous ai expliqué qu'elle était pertinente pour les images, c'est-à-dire que ces images, c'est un tout petit nombre d'ondelettes. Et puis ensuite, le vrai travail du mathématicien, c'est démontrer des théorèmes, construire des algorithmes de calcul, et puis ensuite porter ça sur des ordinateurs qui seront capables de remplacer le cerveau de l'inspecteur Colombo. Donc ce qui nous reste à comprendre, c'est qu'est-ce qu'on entend par des mesures vagues et incohérentes. Alors, Colombo ne faisait pas ça. Colombo, ces questions étaient sans doute puissamment choisies. Nous, on n'est sans doute pas aussi fort que ça, mais par contre, ce qu'on sait faire en termes de choses vagues et incohérentes, c'est des choses aléatoires, c'est-à-dire tirées au hasard. Un petit peu comme si on posait des questions au hasard. Si vous posez des questions au hasard, eh bien vous êtes à peu près certain que d'une part, d'une question à l'autre, ça va changer complètement, et d'autre part, que ça va être les questions en elles-mêmes vont être suffisamment incohérentes, suffisamment vagues pour que la réponse contienne un petit peu de la solution. Donc la question, c'est est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, la réponse est oui, et ça a été démontré par l'équipe de Richard Baraniuk à l'université Rice à Houston, qui a précisément utilisé la stratégie Colombo pour construire un appareil photo, non pas à 10 millions de pixels, mais un appareil photo à un seul pixel. Et donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est de faire la chose suivante. Donc, je n'ose pas trop appuyer sur ce bouton parce que ça fait des choses bizarres. Donc, la stratégie, c'est essentiellement celle-là. Donc, vous avez une image, c'est ce R ici, vous l'illuminez, et puis au lieu d'aller mesurer chacun des pixels de votre image, vous allez tous les prendre et vous allez les multiplier, mettons, par des 0 et des 1, choisis aléatoirement. Donc, ça veut dire qu'il y a des pixels qui seront pris en compte, d'autres qui ne sont pas pris en compte, mais ça, on s'en fiche un peu, c'est un mélange aléatoire. Et puis ensuite, vous prenez la somme de tout ça et vous dirigez ça à la fin sur votre pixel unique. Et vous allez faire ça 100 000 fois. C'est-à-dire que l'idée, c'est au lieu d'utiliser 10 millions de pixels, vous allez utiliser un seul pixel, et puis vous allez mesurer ça, vous allez répéter cette expérience-là 100 000 fois. Donc la question, c'est est-ce que ça fonctionne ? La réponse, c'est oui et non. Et on va voir pourquoi dans le transparent suivant. Donc voilà ce que ça donne sur une image simple. Donc ça, c'est une image à 65 536 pixels, donc 256 sur 256, on est encore loin des 10 millions de pixels. Et puis voilà les images qu'on reconstruit avec ce principe d'acquisition clairsemée, c'est-à-dire ici, on a fait un nombre de mesures qui représente 5% de cette chose-là, c'est-à-dire à peu près 3300 pixels. Et vous voyez que ce n'est pas de très bonne qualité, mais par contre, l'essentiel y est, c'est-à-dire qu'en utilisant la technique Colombo, on arrive à reconstituer ce R. Et puis si vous utilisez uniquement 2% de mesures, c'est-à-dire à peu près 1500 mesures par rapport aux 65 536, eh ben, c'est pas mauvais du tout. Donc finalement, on se dit, la qualité n'est pas géniale, mais il y a quand même quelque chose derrière. Donc si on veut tirer un bilan de cette histoire, les conseils de l'inspecteur Colombo. Donc la stratégie, je vous la rappelle, c'est des mesures très vagues et incohérentes, et puis ensuite essayer de mettre toute l'information ensemble en raisonnant. Donc pour l'appareil photo à pixel unique, ça fonctionne pas mal, on l'a vu, mais par contre, personnellement, j'ai peu d'espoir qu'on trouve dans le commerce des appareils photo à pixel unique dans l'avenir, parce que personne n'achètera un appareil photo qui vous fait des photos de votre charmant bambin de cette qualité-là. Voilà. Donc ça, il y a peu de chances que ça fonctionne. Par contre, il y a tout un tas de situations dans les sciences pour lesquelles on peut se contenter de savoir que c'est un R. Si je prends l'analogie avec cette image tout à l'heure, l'information pertinente, on a besoin de beaucoup moins de précision, de perfection que dans ces images-là. Et là, par contre, personnellement, je suis prêt à parier que dans ces contextes-là, donc des stratégies à la Colombo ont vraiment un potentiel et sont susceptibles de changer notre façon de concevoir l'acquisition de données dans le futur. Voilà, je vous remercie.